La guerre des Malouines en 1982 est le plus important déploiement des forces spéciales britanniques depuis la Seconde Guerre mondiale. 3 unités y ont effectué des opérations spectaculaires. Les SAS, services spéciaux aériens, les SBS, unités amphibies des forces spéciales de la Royal Navy, et les Mountain and Arctic Warfare Cadre, de l'infanterie de marine. L'opération la plus brillante est menée sur l'aérodrome argentin de l'île de Pebble par l'escadron D des SAS. Ils détruisent 11 appareils d'une escadrille argentine qui risquait de compromettre le débarquement britannique sur les îles Malouines. L'opération illustre parfaitement la devise des SAS, qui ose, gagne. Les îles Malouines se situent dans le sud de l'Atlantique. Depuis l'arrivée des premiers colons britanniques en 1833, elles constituent une source de désaccord entre la Grande-Bretagne et l'Argentine. Ces derniers les appellent Islas Malvinas. Ces îles arides, balayées par les vents, sont à moins de 500 km des côtes argentines et à 13 000 km de l'Angleterre. Mais au début des années 80, les 1800 habitants britanniques qui y vivent s'opposent fermement à toute alliance avec l'Argentine. Depuis 1975, le gouvernement argentin, tenu par les militaires, dirige le pays d'une main de fer, et sa popularité ne cesse de baisser. Dans les années 70, il s'enfonce dans une guerre sale. Plus de 3000 Argentins disparaissent sans laisser de traces. L'économie est au plus bas. L'inflation dépasse les 600%. D'immenses manifestations syndicales sont organisées et donnent lieu à des violences. Les militaires cherchent un moyen de détourner l'attention du peuple. Et le 19 mars 1982, ils ont la solution. Des marchands de ferraille argentins démontent de vieux immeubles dans la colonie britannique de Géorgie du Sud. L'île se trouve à 1500 km au sud-ouest des Malouines. Des soldats argentins en poste non loin hissent le drapeau argentin, bien que le territoire appartienne aux Britanniques. Mais ceux-ci exigent qu'il soit enlevé et que les troupes se retirent. Leur requête reste sans réponse. La Royal Navy décide alors d'envoyer un navire, le HMS Endurance, pour qu'il fasse partir ses militaires. Les dirigeants argentins considèrent cette manœuvre comme un acte de guerre. Le 2 avril, plus de 700 soldats argentins débarquent sur les Malouines. Les 67 soldats britanniques en poste doivent se rendre. Les Argentins ont envoyé une unité de leur force spéciale, les Buzos Tacticos. Les Britanniques n'avaient aucune chance. Le lendemain, les forces argentines s'emparent de la Géorgie du Sud. Les 22 hommes de l'infanterie de marine qui se trouvent sur place se battent avec courage, mais ils restent impuissants. Le peuple argentin fête la victoire de ses troupes. L'armée, jusque-là si impopulaire, éveille maintenant la fierté des Argentins. À Londres, la réponse du gouvernement de Margaret Thatcher ne se fait pas attendre. Le territoire britannique a été envahi par une force étrangère. Le gouvernement a décidé qu'un important détachement serait envoyé sur place, dès que possible. Dans le week-end, 100 navires et des milliers d'hommes sont prêts à partir en guerre. Le lundi 5 avril, ils embarquent pour un voyage de 12 800 km vers les îles Malouines.
Le 22e régiment des SAS, l'unité d'élite des forces spéciales britanniques, fait partie du détachement. Il est dirigé par le lieutenant-colonel Michael Rose. Les SAS n'ont disposé que de très peu de temps pour préparer l'opération dans les Malouines. Ils ne sont pas censés intervenir. Ils profitent de la longue traversée vers le sud pour passer en revue chaque détail. Au début du voyage, l'atmosphère est détendue. Les soldats ne pensent pas qu'ils auront vraiment à se battre. Mais aux Nations Unies, les échanges diplomatiques sont dans l'impasse. Le 5 avril, l'escadron D des SAS s'envole vers la base américaine de l'île d'Ascension, près de l'équateur. Ils embarquent ensuite sur le Fort Austin, un navire de ravitaillement, et partent en mission de reconnaissance en Géorgie du Sud. Des membres de la SBS les accompagnent. Cette unité est sans doute la plus secrète des forces spéciales britanniques. Ils doivent inspecter les plages pour décider du lieu du débarquement. Les sous-marins nucléaires de la Royal Navy patrouillent déjà dans l'Atlantique Sud. Le 7 avril, la Grande-Bretagne instaure une zone de sécurité autour des Malouines. Tout avion ou navire qui approchera à moins de 320 km des îles sera considéré comme ennemi. 2 semaines plus tard, les troupes atteignent la Géorgie du Sud. L'escadron D des SAS lance la première attaque sous le commandement du capitaine Gavin Hamilton. Il est déposé sur le glacier de Fortuna, à distance des garnisons argentines de Grytviken et Leith. Mais la météo se détériore et le blizzard rend leur progression impossible. Hamilton réclame une évacuation, mais 2 hélicoptères s'écrasent dans le glacier. Finalement, les hommes des SAS sont récupérés par un hélicoptère Wessex, plus connu sous le nom de Humphrey. Le pilote, le lieutenant-colonel Ian Stanley, réussit à ramener 19 hommes dans un appareil conçu pour en transporter 5. Son courage est récompensé et il reçoit le DSO, l'ordre du service distingué. Le lieutenant-général Cédric Delves, qui dirige l'ensemble des SAS, n'a pas l'intention de baisser les bras. Il envoie une première section à terre dans 5 Zodiac Gemini. Mais la mer est démontée et les moteurs ne sont pas assez puissants. 2 Zodiacs sont retournés par le vent. Un équipage réussit à gagner le rivage et à se mettre à l'abri. Les autres sont secourus par Ian Stanley et son Humphrey. Pendant ce temps, la 2e section de l'escadron des forces spéciales est déposée par hélicoptère en Géorgie du Sud. Ils surveilleront l'ennemi depuis cette position. Peu après, le sous-marin argentin Santa Fe est repéré non loin de là. La flotte de la Royal Navy se disperse jusqu'à ce que la menace soit écartée. Des hélicoptères armés de grenades sous-marines et de missiles surprennent le Santa Fe en surface. Le sous-marin parvient à rejoindre le port avant de couler. Les navires de la Royal Navy peuvent reprendre leur route. Le chef de la compagnie M de l'infanterie de marine, Guy Sheridan, et son homologue chez les SAS, le lieutenant-général Delves, décident de lancer un nouvel assaut. Des hélicoptères se dirigent vers la côte, couverts par les croiseurs, le HMS Antrim, le Brilliant et le Plymouth. Une fois à terre, les fusiliers et les SAS atteignent rapidement Grytviken. Le 25 avril, les Argentins se rendent. La victoire a été aisée, mais elle n'en est pas moins importante et le gouvernement britannique va pouvoir en tirer profit. Le responsable de l'opération a envoyé ce message. Veuillez annoncer à Sa Majesté que l'enseigne de Saint-Georges flotte à côté de l'Union Jack, en Géorgie du Sud. Dieu bénisse la reine. Réjouissez-vous de cette nouvelle et félicitez nos troupes. En Argentine, on assiste à de vives réactions.
Pendant ce temps, l'escadron G des SAS quitte l'Angleterre pour l'île d'Ascension. Il part en mission de reconnaissance. L'escadron D est déjà sur place pour contrer une attaque éventuelle. D'Ascension, l'escadron rejoint le corps expéditionnaire. Les hommes de l'escadron G s'entraînent avec l'unité aéroportée, prête à secourir les unités des forces spéciales. Alors que le détachement s'approche des Malouines, l'escadron G est transféré sur le porte-avions HMS Hermès. C'est d'ici que les hélicoptères Sea King vont décoller. Ils se dirigent vers les îles Malouines avec 8 équipes de reconnaissance des SAS et 2 équipes des SBS à leur bord. Après 3 jours d'observation, ils transmettent leurs premières informations. Un mois après l'invasion argentine, la campagne de reconquête des Malouines est sur le point de commencer. La flotte britannique s'approche des îles. Les conditions météo n'ont pas cessé d'empirer au cours des 2 dernières semaines d'avril. Pendant ce temps, le secrétaire d'État américain, Alexander Haig, fait la navette entre Londres et Buenos Aires. Il tente d'éviter le conflit par la voie diplomatique. Mais ni le peuple argentin ni les militaires n'ont l'intention d'abandonner. À Buenos Aires, le rattachement des Malouines à l'Argentine provoque un gigantesque mouvement patriotique. Mais à Londres, Haig comprend très vite que le mot « compromis » ne fait pas partie du vocabulaire de Margaret Thatcher. Les Anglais se préparent à la guerre. Les États-Unis doivent choisir entre leur meilleur allié en Europe et un partenaire sud-américain non négligeable. C'est une situation très délicate. Nous sommes amis avec les 2 pays. Nous sommes prêts à les aider, mais nous préférerions qu'ils trouvent une solution pacifique. Il faut éviter le bain de sang. Les Américains décident de soutenir les Britanniques. Ils leur fournissent des informations vitales grâce à leur réseau de satellites espions. Ils mettent également à leur disposition un équipement militaire ultra perfectionné, notamment le missile Air-Air Sidewinder AIM-9L. L'avion de combat Sea Harrier, équipé de missiles Sidewinder, est particulièrement opérationnel. Il va permettre aux Britanniques de prendre le contrôle de l'espace aérien. Cet avantage jouera un rôle déterminant dans l'issue de la bataille. L'unité d'élite des forces spéciales américaines, la Delta Force, fournit aux SAS un matériel de communication ultramoderne. Elle apporte des missiles anti-aériens Stinger qui n'ont encore jamais servi en combat réel. Pendant ce temps, les Argentins renforcent leur défense. Leur armée n'a livré aucun combat depuis plus de 100 ans. Les troupes sont composées essentiellement de jeunes recrues qui n'ont subi que quelques semaines d'entraînement. Au cours du siècle précédent, les soldats de l'armée britannique n'ont connu qu'une seule année de paix. Ce sont des professionnels. Ils reçoivent un véritable entraînement et ont bien plus d'expérience que les Argentins. Mais les 13 000 km qui les séparent de la Grande-Bretagne peuvent représenter un handicap. Début mai, 11 000 soldats argentins sont en poste sur les îles. Ils disposent de 42 appareils, d'une artillerie puissante et d'armes anti-aériennes en nombre suffisant. Leurs systèmes de communication et de logistique sont très performants. Les groupes des SAS et SBS installent leurs postes d'observation assez près des Argentins. Ils vont devoir estimer le nombre des troupes ennemies et la disposition de la défense. Ces équipes restent parfois terrées un mois entier dans les caches d'où elles espionnent les positions argentines. La météo est la plupart du temps effroyable et ils n'ont que peu de nourriture. Les informations fournies sont d'une importance cruciale. C'est grâce à elles que le détachement expéditionnaire décide de l'endroit du débarquement.
La Royal Navy et la Royal Air Force ont déjà lancé les premières offensives sur l'aéroport de Stanley. Le 2 mai, la tension monte. Le sous-marin nucléaire HMS Conqueror repère le croiseur argentin Général Belgrano. Il est à la limite de la zone de sécurité établie par la Grande-Bretagne. Bien que les Argentins ne soient pas encore dans cette zone, le Conseil de guerre britannique estime qu'il représente une menace pour le détachement. Plusieurs torpilles frappent le général Belgrano qui coule peu de temps après. 321 hommes y laissent la vie. Cette fois, c'est la guerre. La flotte britannique et ses porte-avions ne sont plus qu'à 400 km au nord-est des Malouines. Les Argentins vont bientôt prendre leur revanche. Le 4 mai, 2 chasseurs-bombardiers super-étendards de fabrication française décollent d'Argentine. Ils sont équipés de missiles Exocet de l'aérospatiale française. Les chasseurs s'approchent à grande vitesse. Ils volent trop bas pour être détectés par les radars. À environ 50 km de la flotte, ils prennent de l'altitude et déclenchent le système d'autoguidage des missiles. Dès que la cible est identifiée, les Exocets sont mis à feu. Lancé à 6 mètres de la surface et à une vitesse de 1100 km/h, un Exocet frappe le destroyer HMS Sheffield. « 20 hommes sont tués, et le splendide vaisseau n'est plus qu'une immense carcasse ravagée par les flammes. » Pour la flotte anglaise, c'est un choc terrible. Si un Exocet parvient à couler un des 2 autres porte-avions, l'Invincible ou l'Hermès, le débarquement est compromis. Il risque de perdre la guerre. Les Exocets des bombardiers super-étendards représentent une menace que les Britanniques ne peuvent ignorer. Le gouvernement se tourne vers les SAS pour tenter de trouver une solution. Et en particulier vers le général Peter de la Billière, le directeur des forces spéciales. Un plan de secours est mis en place, nom de code Mikado. L'escadron B des SAS doit quitter l'île d'Ascension à bord de 2 avions C-130 et atterrir sur la base aérienne de Rio Grande, où l'on pense que sont basés les super-étendards. Une fois sur place, il s'agit de détruire les bombardiers et de supprimer les pilotes rassemblés dans la cantine des officiers. Les hommes sont sceptiques. Le major John Moss, qui dirige le groupe, expose les failles de la stratégie. Le projet est finalement modifié. La plupart des hommes ont commencé à écrire leur testament. L'opération Mikado est une mission suicide. Pourtant, ils acceptent tous d'y participer. L'escadron B a un nouveau chef à sa tête. Les soldats vont suivre un entraînement intensif pour se préparer à une autre mission. Le gouvernement britannique a frôlé la catastrophe. Une opération militaire sur le territoire argentin aurait pu entraîner de graves conséquences politiques en cas d'échec. L'opération Mikado est annulée. Mais les forces spéciales britanniques ont déjà sur place des équipes qui opèrent à couvert. Le 20 mai, les Argentins s'aperçoivent que des troupes ennemies se sont infiltrées. Ils découvrent au Chili, territoire neutre, la carcasse encore brûlante d'un hélicoptère Sea King de la Royal Navy. Les autorités chiliennes enterrent ce qui reste de l'appareil. L'équipe est sauvée et une conférence de presse a été organisée. On patrouillait en mer quand le moteur est tombé en panne. La météo était mauvaise et on n'a pas pu rejoindre notre bateau. Alors on a cherché refuge dans le pays neutre le plus proche. Cette explication devient la version officielle, mais tout porte à croire que l'équipe tentait de s'infiltrer en territoire argentin. Le pilote d'hélicoptère que l'on voit sur la gauche est l'un des champions des forces spéciales.
Son appareil s'est écrasé à égale distance des 3 principales bases aériennes argentines, d'où partaient régulièrement des escadrilles pour frapper les troupes britanniques. Un navire de renseignement de la Royal Navy se dissimule dans une crique chilienne, toute proche de l'Argentine. Il n'a jamais été découvert. L'Exocet demeure un problème pour les Britanniques. Margaret Thatcher parvient à convaincre François Mitterrand de ne plus livrer ce missile. Il accepte et rompt le contrat signé avec les Argentins. C'est une immense perte financière pour les Français. Un Exocet vaut 450 000 $. Les Argentins sont prêts à payer 1 million. Un budget de 50 millions de $ est alloué au service secret britannique. Ils sont chargés d'acheter tous les Exocets en vente sur le marché international. Ceux qu'ils ne peuvent acquérir sont sabotés. Mais l'Argentine n'a pas l'intention d'abandonner. Début mai 1982, les Britanniques ont la maîtrise de l'espace aérien au-dessus des Malouines. L'hiver approche, il faut décider du lieu du débarquement. Les unités amphibies du SBS repèrent le terrain. Elles cherchent une plage dont la configuration permette aux navires d'approcher. Voici l'une des plages sélectionnées. Il s'agit de Port San Carlos. Le SBS opère le plus souvent la nuit. Il s'approche en bateau ou bien sous l'eau. Un appareil enregistre les données concernant le relief des plages. C'est ainsi qu'on détermine si les barges de débarquement et les véhicules de soutien pourront accoster. Les hommes du SBS sont armés, mais ils préfèrent la ruse au combat. Après avoir étudié les relevés, on décide que le débarquement aura lieu sur la côte ouest des Malouines orientales, dans le bras de mer de San Carlos. Mais l'escadron G des SAS signale une menace à proximité du site choisi. Il y a une base aérienne argentine sur l'île de Pebble, dans les Malouines occidentales. 6 avions d'attaque au sol de type Pucara y sont stationnés. Ils sont équipés de roquettes et de bombes au napalm. Une fois que les troupes britanniques seraient regroupées sur la plage, ils pourraient causer d'énormes pertes. Les SAS sont chargés de détruire cette base. Ils doivent regrouper leurs forces et attaquer avant le débarquement. Le 11 mai, une équipe de reconnaissance profite de la nuit pour se rendre sur l'île à bord d'un canoë. Après avoir caché leur embarcation, ils observent la piste d'atterrissage pendant plusieurs jours. Le lieutenant-général Cédric Delves, qui dirigeait l'escadron G des SAS, relate ces événements. Il fallait s'approcher assez près pour tout observer. 2 hommes sont allés à côté de la base. Il fallait identifier la cible. Ils se sont encore rapprochés. On avait besoin d'informations détaillées. Ça revenait presque à se jeter dans la gueule du loup. Les 2 hommes les plus proches ont vu 11 appareils sur la piste. Ils ont attendu la nuit pour se replier. Et ensuite, ils ont rédigé un message qu'ils ont transmis à la base. 40 hommes ont été envoyés en renfort. Pour ne pas se faire repérer, on a abordé l'île par une nuit très sombre et orageuse. On ne s'inquiétait pas spécialement, mais on était pressé de sortir de l'hélicoptère. Plus vite on sera à terre, et plus vite on maîtriserait la suite. On a atterri à 8 km de l'objectif. Au moins l'ennemi ne pouvait pas nous entendre.
On est descendu très rapidement de l'hélicoptère, qui est aussitôt reparti. Les 40 hommes ont rejoint la patrouille en position avec le nouveau plan d'attaque. Le briefing sera très court. On a environ 1 heure de retard. Je surveillais l'heure depuis qu'on était parti. Je savais que le temps était compté. Il a dû se passer 1/4 d'heure entre l'atterrissage de l'hélicoptère et le briefing. Mais pour moi, ça a duré une éternité. Les hommes avaient un pactage très lourd. Ils pesaient entre 18 et 22 kilos. L'ancien faisait entre 9 et 13 kilos. On a atteint le dernier point de ralliement. C'est là qu'on devait se retrouver une fois l'opération terminée. Le poste de transmission y était installé. Les hommes sont arrivés et ils se sont débarrassés des obus qu'ils transportaient. Je leur ai donné quartier libre pour qu'ils se défoulent pendant 1/4 d'heure. J'ai eu beaucoup de mal à les retrouver. Il m'a fallu 45 minutes pour les rassembler. Le premier assaut a lieu dans la nuit du 14 mai. Ce sont les troupes d'infanterie de marine dirigées par le capitaine Gavin Hamilton qui ouvrent les hostilités. L'opération est un succès. Les 6 Pucara et 5 autres appareils sont détruits. Le SAS ne compte que 2 blessés. L'unité regagne le porte-avions HMS Hermès. Le débarquement britannique peut enfin avoir lieu. La menace aérienne est pour l'instant écartée, mais un incident tragique frappe les SAS. Le problème de l'île de Pebble étant réglé, le détachement britannique peut s'occuper des derniers préparatifs du débarquement. Mais le 19 mai, au cours d'un simple vol administratif, un hélicoptère Sea King, transportant des hommes des escadrons C et D des SAS, percute un oiseau de grande taille. Le pilote perd le contrôle de l'appareil qui s'écrase en mer. Les 20 soldats périssent dans l'accident. Pour les SAS, c'est la perte la plus lourde depuis la Seconde Guerre mondiale. Malgré cette tragédie, le 21 mai, les Britanniques débarquent dans le bras de mer de San Carlos. Ils atteignent le rivage sans rencontrer la moindre résistance. Mais soudain, les Argentins lancent une contre-attaque et frappent les Britanniques de plein fouet. La situation est critique. Plusieurs navires sont coulés. Le 25 mai, jour de la fête nationale argentine, un missile Exocet frappe un objectif majeur. Le gigantesque navire logistique, l'Atlantic Conveyor, est touché.
Le bateau contenait des tonnes de matériel militaire, notamment des hélicoptères. C'est à bord de ces appareils que les troupes devaient atteindre la côte ouest des Malouines orientales. Les Britanniques doivent parcourir à pied 80 km avec leur équipement. Ils se rendent à Stanley, la capitale. Le temps se détériore rapidement à l'approche de l'hiver. Même pour des hommes aguerris, l'épreuve est rude. Avant tout, les parachutistes doivent mettre hors d'état de nuire la garnison argentine de Goose Green. Au cours de leur progression, ils sont attaqués par une escadrille de Pucará. Un soldat des SAS resté en retrait lance un missile Stinger. Il détruit un des Pucará. Les autres se retirent. Le 28 mai, les 600 hommes du 2e bataillon du régiment parachutiste sortent victorieux de la bataille de Goose Green. Après 14 heures d'un combat acharné, les 1200 hommes de la garnison argentine se rendent. Au même moment, une patrouille des SAS part en reconnaissance vers le mont Kent. Cette position stratégique à 16 km seulement de Stanley n'est défendue que par quelques compagnies. Le lieutenant-colonel Rose envoie immédiatement l'escadron DDSAS pour qu'ils prennent position sur le mont Kent. Une fois sur place, les soldats des forces spéciales vont repousser une attaque après l'autre, jusqu'à l'arrivée des renforts. Les fusiliers qui traversent le nord des Malouines occidentales sont dirigés par les Mountain and Arctic Warfare Cadre, appelés le Cadre. Cette section des forces spéciales fait partie de l'infanterie de marine. Les hommes sont entraînés à se battre et à survivre dans des conditions climatiques extrêmes, dans tous les coins de la planète. Le 31 mai, 4 hommes du cadre repèrent un poste d'observation argentin dans une ferme abandonnée. 17 soldats des forces spéciales sont déjà sur place. La bâtisse s'appelle Top Malo. Les 4 hommes alertent leur chef, le capitaine Rod Boswell. Ils décident de lancer une attaque avec tous les hommes dont ils disposent. Les 19 fusiliers sont divisés en 2 équipes. Un groupe de tireurs est posté sur une butte qui surplombe la ferme. Ils doivent couvrir les 12 hommes du groupe d'assaut qui chargeront à partir d'une colline toute proche. Les fusiliers sont prêts à affronter l'ennemi. Le professionnalisme des Argentins laissait à désirer. Ils n'auraient pas dû se poster dans une ferme isolée, en tous les cas, pas à l'intérieur. Ils auraient dû rester à l'écart des bâtiments pour prévenir d'éventuelles attaques. Nous n'avons pas été très discrets dans notre approche. Quand l'hélicoptère nous a déposés, nous sommes tombés sur un troupeau de moutons. De vrais professionnels auraient rattrapé le coup, mais mes hommes étaient assez jeunes. Ils ont compensé leur manque de professionnalisme par leur courage. Et ça, il n'en manquait pas. Les tireurs commencent par lancer sur la ferme des roquettes anti-chars. Boswell a divisé le groupe d'assaut en 2 troupes, chacune devant soutenir l'autre. Mais les choses ne se déroulent pas comme prévu. Je me souviendrai toujours de cet assaut. J'ai couru vers la ferme en me disant « Ils m'ont désobéi ». Les Argentins se lèvent d'un bond et chargent baïonnette au canon. Ils n'ont pas le temps de comprendre ce qui se passe. Les Argentins se sont rendus compte de notre présence en voyant les murs de la ferme s'écrouler sur eux. Les survivants sont sortis et ils se sont battus. Ils avaient leurs armes à la main. Ils ont résisté jusqu'à ce qu'ils n'en puissent plus. Les rescapés se précipitent hors du bâtiment. Ils courent jusqu'à une rivière et prennent position sur la berge. Dans la ferme de Top Malo, les munitions explosent et enflamment le bâtiment. La fumée protège l'avance des fusiliers britanniques. Ils envoient des grenades par-dessus la bâtisse en espérant atteindre le commando argentin. 2 Britanniques sont gravement blessés dans la fusillade. Les tireurs profitent de l'écran de fumée pour avancer.
Ils contournent la ferme et prennent l'ennemi à revers. Le chef du commando argentin est tué par une grenade. 5 de ses hommes sont tués. Les 12 survivants se rendent et sont faits prisonniers. On compte 7 blessés côté argentin et 3 côté britannique. Le combat n'a duré que 28 minutes, mais cela a suffi pour terrasser ce groupe des forces spéciales argentines. Après s'être occupé des blessés, il faut inspecter le site. Le bâtiment était complètement détruit. Nous avons contrôlé s'il n'y avait pas des hommes dans le hangar. Le problème de la maison et de la bergerie était réglé. Mais il restait encore les toilettes. Le capitaine Boswell m'a demandé de contrôler les toilettes. Il voulait peut-être que j'ouvre la porte et que je dise aux gars à l'intérieur « Excusez-moi, voudriez-vous vous joindre à nous? On a une petite bagarre, là. » Il était hors de question que j'entre là-dedans, alors qu'il pouvait y avoir un soldat ennemi embusqué. J'ai lancé un journal enflammé à l'intérieur. Il s'y trouvait un seau qui a dégagé des vapeurs de méthane. Tout a explosé. Tout le monde a dit que ça avait fait un joli bouquet final. Le bâtiment a été soufflé dans une grande flamme bleue. On a applaudi la fin de cette mission que j'avais clôturée par l'explosion des toilettes de Top Malo. Les Britanniques se dirigent maintenant vers les collines au-dessus de Stanley. C'est là que se trouvent la plupart des troupes argentines. Pendant que les unités d'assaut préparent le combat final, l'artillerie pilonne les postes argentins tout autour de la ville. Depuis le débarquement, les équipes des SAS opèrent à la fois dans les Malouines orientales et occidentales. Des patrouilles de 4 hommes continuent les missions de reconnaissance. Le 5 juin, l'une d'elles se poste à Fox Bay. Le 10 juin, elle se fait repérer par une patrouille argentine. Les Britanniques ne sont pas assez nombreux. Pour sauver ses hommes, le capitaine Gavin Hamilton reste en position et couvre leur retraite. Malgré plusieurs blessures, il défend son équipe jusqu'au bout. Il a reçu la croix militaire à titre posthume. Les habitants de l'île communiquent avec des radios à ondes courtes, et les SAS le savent. Ils décident d'utiliser la même fréquence et entament une guerre psychologique avec le haut commandement argentin. Seul le docteur Alison Bliney est autorisé à utiliser la radio pour traiter ses patients. Le 8 juin, c'est par son intermédiaire que les SAS entrent pour la première fois en contact avec les Argentins. Ils maintiennent la pression. Ils veulent amener l'ennemi à accepter une reddition honorable. La bataille de Stanley causerait d'importantes pertes civiles et ils veulent l'éviter. Dans la nuit du 13 juin, la bataille fait rage dans les collines. Les SAS et les SBS lancent en parallèle une opération de diversion avec le 1er escadron d'assaut de l'infanterie de marine. Après une dernière mise au point, les troupes embarquent à bord des vedettes d'assaut, les Rigid Raiders. Ils vont attaquer une base logistique argentine près de Stanley. Le commando est composé de 3 troupes des SAS et de 6 hommes des SBS répartis dans 4 bateaux. Mais un navire hôpital argentin signale leur présence au moment où ils atteignent le rivage. C'est totalement contraire à la Convention de Genève. Toute unité médicale a l'interdiction absolue de jouer un rôle actif dans les combats. Le commando devient la cible de tous les soldats argentins des alentours.
Ils se replient aussitôt et se dirigent vers le navire hôpital. Les balles fusent de partout et atteignent aussi bien les hommes du commando que le bateau argentin. Les Britanniques arrivent derrière le navire et les coups de feu s'arrêtent. Le moteur d'une de leurs embarcations a été touché. Ils ont juste réussi à se mettre hors de portée de tir. Les 4 Rigid Raiders sont criblés de balles, mais par miracle, il n'y a que 3 blessés. Pendant ce temps, sur les collines qui surplombent Stanley, les SAS utilisent des lasers pour désigner les cibles à détruire. Les avions Harrier lâchent ensuite des missiles qui atteignent automatiquement l'emplacement indiqué. Roger, a bit plus of where we were aiming. Okay, bomb's gone. There's the bomb. Got it? Okay, switch on. Yes, got it. Just a little bit over from where I was aiming. An absolute beauty, I would say. Probably where there was a defensive position. What was it, 1,000 pounder? Yeah. Roger, I have my number 2 with other weapons if you'd like them to deliver on a... Spot on here. Les SAS commandent aussi les unités d'artillerie qui font des dégâts considérables dans les lignes argentines. Les bombardements sont si puissants que le 14 juin, la plupart des troupes argentines ont fui. Les unités d'observation des SAS les font cesser pour que les survivants puissent se replier. Les Britanniques ont l'entière maîtrise du champ de bataille. Le 14 juin à 11h, le haut commandement argentin contacte les SAS pour discuter des termes du cessez-le-feu. Le lieutenant-colonel Michael Rose se rend à Stanley. Il est accompagné d'un membre des SAS spécialisé dans la communication. Le capitaine Rodbell, officier de l'infanterie de marine, les accompagne. Il parle couramment l'espagnol. Après plusieurs heures de négociations, ils convainquent le général Mario Menendez que la reddition est la seule issue. Il y a un drapeau blanc au-dessus de Stanley. C'est merveilleux. À minuit, le même jour, le général britannique Jeremy Moore, qui dirige les troupes terrestres, accepte la reddition argentine. Un message est envoyé à Londres via le satellite de communication des SAS. Les habitants des Malouines ont à nouveau le gouvernement qu'ils désirent. Dieu bénisse la reine. Plus de 700 Argentins et 253 Britanniques sont morts au cours du conflit. La guerre des Malouines n'aurait pu être gagnée sans l'appui des forces spéciales. Leurs compétences ont permis aux troupes britanniques, épuisées par le voyage, de débarquer sans difficulté majeure. Ils ont contribué à maintenir la pression sur l'ennemi. Leur détermination a largement pesé sur l'issue des combats. Les Argentins avaient hissé leur drapeau sur les îles Malouines. Et 72 jours plus tard, l'Union Jack britannique avait retrouvé sa place.